Camille, bonjour. Bonjour Laurent. Merci de te joindre à nous en cette rentrée chargée, j'en suis sûr. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir, parce que ça me rappelle des vieux souvenirs. Parce qu'on est finalement des anciens, même si j'ai chopé plus de cheveux blancs en chemin que toi. Quand même un petit peu. Ouais, je suis un peu jaloux quand même. Écoute, est-ce qu'en une minute, tu peux nous rappeler quand et pourquoi tu avais créé Payplug? Ça commence à être des vieux souvenirs pour moi. Bien sûr, écoute, c'était un temps où la FinTech ne s'appelait pas encore la FinTech. Donc en 2012, je vivais aux États-Unis, je faisais mon MBA et avec Antoine Grimaud. Et quand on a décidé de monter une boîte, on s'est dit, on a regardé ce qui se passait aux États-Unis. On a vu que Square prenait un envol assez fulgurant là-bas. On s'est dit, on va saisir cette opportunité de marché de paiement mobile en Europe. Assez rapidement, on s'est lancé, on a levé un peu de fonds. Et très rapidement, on a vu que l'opportunité était surtout sur le paiement en ligne. Et c'est là que, fin 2012, début 2013, on a pivoté sur le paiement en ligne et on a développé ce qui est devenu Payplug. Et rappelle-moi, tu as vendu quand? En 2017, à Natixis. Voilà. À Natixis. Alors finalement, tu viens de citer Square, hein, c'est pas moi. Donc on pourrait citer aussi iZettle. Je me souviens avoir invité Jacob sur ma scène à plusieurs reprises au Paris FinTech Forum. Et puis à un moment, tout d'un coup... je crois en janvier, il me dit « je ne suis pas prêt de vendre » et 3 mois plus tard, ils vont à 2 milliards. Pourquoi ça n'a pas explosé autant? Parce que je ne crois pas que tu aies vendu 2 milliards. Sinon, en fait, peut-être que tu ne serais pas là. Non, alors, je serais peut-être là, mais ce n'était pas le cas. Et surtout, ça n'a pas explosé. Alors, nous, on a très vite constaté qu'en France, le paiement mobile de mPOS allait prendre une tournure différente de ce qui s'est passé dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. En particulier parce qu'on avait des commerçants qui attendaient une machine à carte, en fait. Une machine à carte solide qui pouvait se passer, qui avait déjà des puces GPRS, qui étaient déjà relativement mobiles. Et donc, très tôt, même avant d'avoir fait des développements, on a décidé de s'orienter sur le paiement en ligne. Et là, ça s'est bien développé avec pas mal d'acteurs sur le marché, sur le paiement e-commerce. Oui, ça s'est bien développé, mais tu n'as pas vendu... voilà, je ne sais plus, je crois qu'on parlait ensemble. Je ne sais même plus de quoi on parlait, et c'est peut-être pas le... Écoute, je ne veux pas faire une investigation fiscale aujourd'hui, mais pourquoi ça n'a pas explosé autant, finalement, dans la même période que les valorisations à l'époque Alors ça s'est vraiment bien développé. Si tu veux, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Il y en a pas mal qui se sont lancés en même temps. Payplug s'est très bien développé et surtout encore plus vite depuis qu'on a rejoint le groupe Natixis. Et en fait, ce qui n'est pas développé, c'était le mPOS. Le paiement mobile, les Français ont très vite, les commerçants français avaient une telle adhésion au modèle de machine à carte assez classique, avec un bon réseau de distribution. Et au final, ce qui s'est développé, c'est le paiement en ligne, avec le développement du e-commerce. Donc on peut mettre peut-être un peu tôt et pas adapté à notre marché sur ce sujet mPOS, etc. Bon, juste pour finir là-dessus, pas de regret d'avoir vendu. Non, pas de regret, ça s'est super bien passé jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, bon, tout ça, c'est le passé. Parlons de l'avenir. Tu as vendu et finalement, tu n'es pas parti sur une île déserte, à la plage, en Grèce, enfin, ou quelque part. Tu t'es lancé dans un startup studio. Alors, fais comme si j'y connaissais rien. Explique-moi un peu. Bah écoute, alors je suis pas parti pour toujours. J'ai quand même pris un break et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce qui se passait. Et quand je suis revenu de mon break, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'idées que de temps. Je pense que je partage la conviction de pas mal de monde qu'on est encore au début de la deuxième ère de la FinTech. La première ère étant refaire ce que font les banques en plus simple, plus digital. La deuxième ère étant ce qu'on appelle l'embedded finance. Donc c'est un nouveau socle de FinTech qui est basé sur des API, basé sur beaucoup d'infrastructures qui vont permettre de nouveaux usages de bancarisation, de paiement, de lending. J'avais très envie de monter une boîte et j'avais plusieurs idées. Et c'est en creusant cette idée, en ayant ce constat-là que j'ai croisé le chemin de eFounders, qui sont mes associés avec lesquels on a créé Logic Founders. eFounders avait déjà créé une trentaine de boîtes dans les 10 dernières années sur un modèle de startup studio. Donc on a décidé de faire la même chose sur Logic Founders. Le modèle étant qu'on a des idées, on trouve des associés qui vont porter les projets et on va les accompagner pendant 1 an pour développer leur boîte jusqu'à ce qu'ils soient prêts à prendre leur envol et en général qui se matérialisent par une levée de fonds VC. Donc, juste pour repréciser le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, le studio a quand même une équipe fixe avec des moyens, avec de quoi héberger. Mais c'est pas qu'un coworking en fait. Il y a quand même des ressources RH, techniques, produits. Complètement. En fait, si tu veux, il y a des ressources. À la base, nous, on est des créateurs, donc on a un certain nombre d'idées. En fait, de la même manière que si j'avais envie de monter un projet, je serais venu te voir. Écoute, Laurent, je vais monter ce projet. Est-ce que tu as envie de t'associer à moi pour qu'on monte cette idée ensemble? Je fais la même chose avec des entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre en fintech, des profils business, des profils techniques qui seront les futurs CEO et CTO des projets.
Et une fois qu'on trouve les bonnes personnes pour le projet, à ce moment-là, toute l'équipe, on a une vingtaine de personnes qui se partagent sur le studio eFounders, B2B, SaaS et le studio FinTech, et qui accompagnent les différents projets des deux studios. Donc on a product management, marketing, design, RH, recrutement, finance. Mais la startup n'a pas vocation à rester dans la nursery pendant 20 ans, j'imagine. Non, l'objectif c'est que pour être large, 6 à 18 mois, mais en moyenne 1 an, elle soit prête, elle ait son premier produit, ses premiers clients, sa première preuve de traction, et elle soit capable d'aller lever auprès d'un venture capital. Et à ce moment-là, vous prenez du recul. Nous, on prend du recul opérationnellement, mais on reste actionnaire. D'ailleurs, nous, on reste actionnaire pour la durée. On n'a pas vocation à vendre nos parts avant les fondateurs. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux que tu ne te trompes pas. C'est quand même aussi vos sous, quoi. Ah ouais, on met beaucoup de ressources dedans. Parce que tu mets ton temps et de l'argent, j'imagine. On met de l'argent. Moi-même, eFounders également. On est associés sur cette histoire. Et bien sûr, voilà, on mise. Pour moi, à titre personnel, c'est un réinvestissement de ce que j'ai pu faire dans le passé pour pouvoir faire des fintech du futur. Alors, avant que je vienne, j'avais juste une question primordiale, hein, qui est ce que je veux demander. Maintenant qu'on a compris que tu es au cœur de cet écosystème, je voudrais avoir un peu ton sentiment là sur ce qui arrive demain, sans doute là où tu investis. Une petite remarque pour nos auditeurs du jour. Peut-être vous n'êtes pas familier avec eFounders, mais juste d'abord, si vous ne connaissez pas Thibaut, vous devriez. Il y a un nombre de succès derrière lui qui sont assez impressionnants. D'ailleurs, il faudra qu'il vienne un jour s'exprimer à ce micro. Mais par exemple, parmi nos éminents membres, nous avons Spendesk, qui est issu de ce studio, qui a levé combien là d'ailleurs? C'était plus de 100 millions. 100 millions en juillet, ouais. Voilà, donc une petite levée qui vient de cette nursery, et il y en a bien d'autres. Donc voilà, c'est un modèle donc, qui fonctionne, qui est intéressant. Et donc, pour revenir à ton cas particulier, j'imagine que pendant un an, là, tu as dû phosphorer pour dire quel projet je vais lancer. J'ai cru comprendre en plus qu'il y a ceux que tu lances avec le studio, puis des fois ceux que tu accompagnes sur le côté. Tu peux nous donner peut-être 2-3 name dropping et puis des tendances de fonds que tu vois dans le paiement, par exemple? Bien sûr. Alors, écoute, moi, l'essentiel, enfin, la quasi-totalité de mon temps professionnel est dédié au studio. Il se trouve que j'ai des investissements angel à côté, mais concrètement, les thématiques qu'on a identifiées tout au long de 2020 et surtout fin 2020 avant de se lancer, il y avait 3 grands axes. Le premier, c'est tout ce que j'appelle les building blocks de la fintech, fintech building blocks. En fait, pendant très longtemps, c'était compliqué de monter une fintech parce qu'il fallait monter un core banking, il fallait monter un process de compliance, il fallait obtenir des agréments. Et tout ça, en fait, à la main, quasiment de manière artisanale. Aujourd'hui, on pense que dans le futur, il va y avoir de plus en plus de ces composants qui vont permettre à des entreprises de créer des fintech. Ça va être du core banking as a service, du compliance as a service, de l'intégration par API à des réseaux de cartes ou des réseaux de paiement. Donc on pense qu'il y a toute une génération de startups qui vont venir permettre aux futures néobanques et aux futures banques de se créer. Donc ça, c'est le premier axe. Juste une remarque sur celui-là, et on va aller sur les 2 suivants. Honnêtement, tu le sais, hein, j'organise beaucoup de choses sur la fintech, et déjà en 2017, j'avais fait un panel avec le patron de Cross River Bank, avec le patron de Saxo Bank, The Lego Bricks of the Fintech Industry. J'ai l'impression qu'il y en avait déjà beaucoup en 2017, 18, 19. Puis alors que maintenant, tous ceux qui se plantent en B2C, ils disent « Mais au fait, moi, je fais du B2B API ». Donc, je me mets à la place, je sais pas moi, d'un grand retailer ou tout bêtement d'une banque qui se dit bon, je vais pas ça en interne, je vais faire dehors. C'est plus une cohorte qu'il a, quoi. Il y en a 150 qui viennent en disant j'ai fait des. Comment on se différencie quand, comme toi, tu te lances? Il y a une nouvelle génération, même par rapport à ce que tu dis, mais ça, sans être trop technique. Pendant la génération dont tu parles, c'est les solutions qui vont être full service, qui ont un agrément et qui vont quelque part louer leur agrément à des plateformes techno. Nous, on pense qu'aujourd'hui, à partir d'une certaine taille, et moi j'estime que c'est à partir d'à peu près un demi-milliard d'euros de flux de paiement annuel, ça devient intéressant pour la startup, pour la boîte tech, de devenir elle-même agréée. Et en fait, les building blocks des boîtes agréées, des boîtes qui ont ces licences de paiement, ne sont pas encore complètement au point. Ce qui était bien, c'est le as a service. C'est je donne le full package as a service pour devenir un établissement un Carrefour qui va émettre des cartes. Là, on est en train de voir une décomposition de tous les services, plutôt qu'un service full packagé. Et avec tous ces acteurs qui commencent à faire beaucoup de volume, ça devient pertinent pour eux de passer par des briques spécifiquement sur le bon exemple, c'est le core banking, ou même par exemple une des boîtes, on parlera peut-être la première boîte de notre studio qui s'appelle Numéral, qui est une plateforme qui permet de faire de l'automatisation de paiement SEPA. D'accord. Alors, les 2 autres axes que tu évoquais? Oui, alors les 2 autres axes, c'est tout ce qui est embedded finance.
Donc c'est le fait que les transactions qui se faisaient traditionnellement auprès d'une banque, c'est-à-dire je vais demander un crédit conso, en fait vont se retrouver déportées dans les actes d'achat, dans les parcours clients. Tu parlais tout à l'heure de BNPL, Buy Now Pay Later. Pour nous, c'est au-delà d'être juste une facilité de paiement. Pour nous, ça a le potentiel, ces solutions-là, de devenir de nouveaux réseaux de cartes, de nouveaux réseaux de paiement, disons, et même prendre des parts de marché significatives au réseau de cartes. La particularité de ces acteurs-là, c'est qu'ils incorporent énormément de data et des services financiers ensemble dans un parcours client. Une boîte de BNPL va avoir les informations du panier d'achat, qui est une information que Visa et Mastercard n'ont jamais eue, pour pouvoir faire du scoring, avoir plus d'informations pour leur permettre, pour enrichir l'expérience du marchand également. Donc, l'introduction de services financiers dans des achats de tous les jours, mais même si tu veux pousser plus loin, pourquoi quand tu vas faire une offre de prêt à un agent immobilier, le prêt immobilier déjà souscrit et pas déjà intégré. L'agent immobilier a toutes les informations. Il a tes fiches de paie, il sait. Parce que quand tu fais une offre, on veut savoir si tu es solvable quelque part, si tu vas avoir ton prêt. On doit refaire le dossier 25 fois. On a l'impression de refaire le chemin. Et donc, nous, on pense que tous les services financiers vont se retrouver dans les actes d'achat, dans les actes de transaction. Là, je te parle du B2C et dans le B2B, qui est le troisième axe du coup, on est sur un boulevard qui n'a même pas été touché. Les paiements B2B, c'est 5 fois plus que les paiements B2C en valeur. Et pourtant, aujourd'hui, une très grande partie se fait encore en chèque, même si ça baisse. L'écrasante majorité se fait par virement, mais ce n'est pas seulement par virement. Ce n'est pas seulement l'acte de faire le paiement. C'est retrouver le paiement, faire la réconciliation, rappeler le client pour lui dire qu'il manque, que le paiement est passé en double ou que seulement la moitié est passée, que la facture d'acompte avait prévu de la TVA et qu'il avait fait le virement sans la TVA. Tous ces process qui sont complètement manuels, qui ne sont pas de la banque en fait, ce sont des process d'entreprise. Il y a tout un mouvement d'automatisation de ces processus-là qui vont... Parce que ce constat, il est, j'allais dire, vieux comme le PFC. Ouais. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, les technos sont là et la maturité des clients potentiels, pour que toi, tu aies quand même un business à faire, est là. Complètement. En fait, on est passé d'abord, pour moi, dans une première phase, de la digitalisation. Si on fait ce qu'on faisait à la main, maintenant, on le fait dans le cloud, on le fait avec des documents scannés, voire des documents, des formulaires. Et maintenant, on passe à une ère d'automatisation. L'automatisation, ça veut dire que quand un client fait une demande de remboursement de sinistre à son assurance, en fait, toute la décision, le fulfillment, le traitement du sinistre va se faire automatiquement. Et ce qui manque, c'est la brique paiement. Alors, je suis désolé parce que moi, je suis un passionné, je pourrais rester avec toi 2 heures et en fait, j'ai ma régie qui me dit non mais là, tu es vraiment hors timer. Donc, on va s'arrêter, Camille. C'était un vrai plaisir. Je pourrais rester des heures avec toi. D'ailleurs, on l'avait déjà fait un petit peu en amont. On le refera. Il y a tellement de choses à regarder. Je vous encourage, il a fait un peu de name dropping sur les boîtes, je vous encourage à aller regarder ce que ça donne. Et il y en a d'autres que tu n'as pas pu citer. Certains sont juste des cousins et pas dans le studio. Par exemple, on pourrait parler de Swan, qui est aussi un membre de l'Axel. Donc, vraiment, j'encourage à regarder. Il y a des vraies tendances. Le B2B, tu viens d'en parler. Un vrai gros sujet dont on va t'amener à reparler à l'Axel. Donc, à très bientôt sans doute. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi.